Bienvenue, mesdames, messieurs, à la deuxième partie de cette émission spéciale consacrée aux événements du 6 janvier 2021. Notre invité n'est autre que le professeur Donald Cuccioletta, chercheur à la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Le titre de cette deuxième partie: L'invasion du Capitole a fragilisé la démocratie américaine le 6 janvier 2021. Les expertises du professeur Donald Cuccioletta, Histoire des États-Unis, politique sociale et culture, transculturalité et urbanité. Professeur Cuccioletta, merci d'avoir répondu à notre invitation pour entamer notre entretien aujourd'hui. Une question très simple. Est-ce que l'invasion du Capitole le 6 janvier 2021 a été une tentative de coup d'État? Ben écoutez, coup d'État, c'est beaucoup ça, coup d'État. Si ma mémoire est bonne, si mes études historiques peuvent me permettre, les coups d'État, c'est beaucoup plus large que simplement aller vers le Capitole, il faut le dire, où siège le gouvernement américain, à la Chambre des représentants et au Sénat. Donc, c'est une volonté, je pense, si c'est un coup d'État, je pense que c'est un coup d'État raté, il faut le dire. Mais il faut dire aussi que quand on parle de coup d'État, il faut le définir d'une façon beaucoup plus large aussi. Généralement, un coup d'État, c'est simplement, pas simplement s'attaquer à le siège du gouvernement, mais aussi de défendre différents endroits stratégiques à l'intérieur du pays pour tenter finalement de contrôler l'ensemble finalement du va-et-vient, la police, la cour, même les édifices importants au niveau du commerce, de l'économie, ne serait-ce que Wall Street, etc., etc. Donc, dans les faits, moi, je pense que c'est une forme, un peu quand j'entends les démocrates, parce que c'est de eux que ça vient, cette idée-là du coup d'État, je pense qu'effectivement, c'était une volonté de faire peur justement aux démocrates et M. Joe Biden et tous les gens qui ont voté pour les démocrates, c'est surtout ça. Mais de là, d'aller jusqu'au bout, de dire c'est un coup d'État ou une tentative de coup d'État, moi, je ne le crois pas. Mais ça ne veut pas dire que dans la tête des gens qui étaient là, c'est ça la question. Les gens qui manifestaient, mais surtout ceux qui étaient armés, hein, parce qu'il y avait des gens qui étaient armés, puis que finalement, ils ont escaladé le Capitole, ils ont monté dans les édifices, ils ont occupé certains bureaux de certains élus, donc Mme Nancy Pelosi, quand même présidente de la Chambre des représentants. Finalement, ça, dans leur tête à eux, hein, à ces gens-là, armés en plus, étaient les plus radicaux de tout le mouvement qui était là. Pour eux, c'était une forme de coup d'État. À bien analyser les déclarations faites par plusieurs partisans de Donald Trump, arrêtés dans le cadre de l'enquête menée actuellement par une commission de la Chambre des représentants, il semblerait, je dis bien, il semblerait que tout a été orchestré, planifié à partir de la Maison-Blanche. Quand un président en exercice refuse de reconnaître sa défaite et exerce des pressions sur son vice-président, qui a la tâche constitutionnelle de certifier les résultats des élections, est-ce que coup d'État ou bien tentative de coup d'État n'a pas sa raison d'être, professeur Donald Cuccioletta? Oui, tentative de coup d'État, oui, mais l'exercice de la tentative, avec toute une structure qui suit cette tentative-là, avec des groupes de personnes placées dans des endroits stratégiques à travers le pays, oui, pas simplement au niveau du Capitole. Donc, c'est pour ça que je me dis, les gens qui ont escaladé, les gens qui sont allés finalement à l'intérieur du Capitole, particulièrement au niveau de la Chambre des représentants, puis dans certains bureaux des élus de la Chambre des représentants, dans la tête à ces gens-là, ils se voyaient comme un coup d'État. Bon, est-ce que finalement c'est une volonté de leur part de faire tomber, parce qu'un coup d'État veut dire qu'on prend contrôle de la société.
on prend contrôle de l'armée, on prend contrôle de beaucoup d'espace finalement, et ça n'a pas été le cas. Mais, comme je dis toujours, c'est les gens qui ont fait l'escalade, qui ont été armés, ces gens-là, dans leur tête, la plupart sont de membres des milices militaires un peu partout aux États-Unis. Ces gens-là, oui, si on leur demandait s'ils voulaient faire un coup d'État, c'est sûr qu'ils auraient dit oui, on veut renverser ce gouvernement-là qui est illégitime alors. Et le discours de la question de est-ce que les démocrates et M. Biden ont volé les élections, c'est là que vient en ligne de compte M. Donald Trump avec sa position qui ne voulait pas même revenir dessus, il dit encore aujourd'hui d'ailleurs, qu'il s'est fait voler les élections. Et c'est ça qui alimente dans la tête de ces gens-là qui ont escaladé le Capitole, qui étaient armés en plus, puis c'est des anciens, ce sont des leaders de plusieurs de ces groupes milices à travers le pays. Ces gens-là, pour eux autres, c'était le signal de faire, dans leur tête à eux, le coup d'État. Fait que de là à faire la généralité sur tout ça, moi, si on m'avait dit qu'ils avaient attaqué Wall Street, qu'ils ont attaqué certaines places stratégiques aux États-Unis, là, j'aurais dit, oups, ça là, et là, on va renverser. Mais il faut voir aussi que l'action prise par les leaders de ce mouvement-là au sein de Washington, c'est des gens qui croient que finalement, puis qui effectivement croient véritablement qu'ils ont fait voler l'élection, mais ce ne sont pas des gens qui n'écoutent uniquement M. Donald Trump. Ils ont écouté finalement l'ancien conseiller du M. Donald Trump. C'est lui que finalement qui a fait par la suite la tournée en Europe pour rencontrer Mme Le Pen, qui est allé rencontrer M. Orban en Hongrie. Puis lui, pro-fasciste, il l'a dit. Puis il a écrit un livre là-dessus disant que ça prend une 4e révolution aux États-Unis. C'est cette personne-là que ces gens-là écoutent encore davantage que simplement M. Donald Trump. Vous faites référence ici, bien sûr, à l'ancien stratège de Donald Trump, M. Steve Bannon. Professeur Donald Couture-Letta, est-ce que sur le plan historique, l'assaut contre le Capitole le 6 janvier représente un précédent? C'est clair que c'était quand même, c'est quelqu'un qui était important, parce que sur le plan historique, écoutez, là, comme vous avez vu, comme tout le monde, on était témoins en direct, via CNN évidemment. C'était quelque chose qu'on ne pourra pas imaginer aux États-Unis si on ne regarde pas l'histoire. Moi, ça ne m'a pas surpris tant que ça. Je ne pensais pas qu'il était si organisé que ça, surtout les leaders qui ont mené cette manifestation-là, et armés en plus. Mais si on regarde l'histoire américaine depuis la Révolution, c'est une lutte pour renverser le colonialisme britannique et de tenter de créer une nouvelle république avec une démocratie. Bon, c'est ça. Ben, on a fait une révolution. Il ne faut jamais oublier aussi, depuis la Révolution jusqu'au début de la guerre civile, qui était une autre division dans la société américaine, on pourra en parler tantôt, c'est qu'il y a eu des rébellions partout aux États-Unis. Le Shays Rebellion, des rébellions finalement aussi les gens n'étaient pas contents avec le gouvernement qu'on avait mis en place. On était prêts à faire des révolutions pour renverser ce gouvernement-là. Puis il faut jamais oublier, si on regarde la déclaration d'indépendance, et c'est là-dessus que beaucoup de ces gens-là qui étaient à Washington le 6 janvier, ils se réfèrent pas nécessairement à la Constitution, mais ils se réfèrent à la déclaration d'indépendance qui dit « Si vous n'êtes pas content de votre gouvernement, vous avez le droit de le renverser. » par tous les moyens possibles. C'est dans la déclaration d'indépendance, ça. Donc, ça veut dire qu'on a vu, depuis la Révolution jusqu'à la guerre civile, plusieurs tentatives de tout au niveau des États, au niveau des localités, au niveau de certaines villes, etc., etc. Finalement, les États-Unis ont tous été en effervescence face à tout ça. Alors arrive la guerre civile, où vraiment, là, c'est une guerre ouverte, la plus importante de l'histoire américaine, avec toutes les tueries qu'il y a eu, 600 000 morts, au-dessus d'1 million finalement, qui sont morts finalement de empoisonnement, etc. La médecine à l'époque n'était pas si développée qu'elle est aujourd'hui, évidemment. Et par la suite, même dans la période de la reconstruction,
Reconstruction qu'on dit, on va reconstruire le Sud. Mais reconstruire le Sud à base de quoi? Du racisme. Du racisme et la continuité d'une forme d'esclavage. Puis effectivement, même si Abraham Lincoln a déclaré Emancipation Proclamation, écoute, la reconstruction, c'était finalement la ségrégation raciale officielle mise en place dans le Sud et évidemment, ça s'est répandu partout aux États-Unis. Et là, on a vu finalement la lutte des Afro-Américains pour trouver leur liberté comme citoyens américains et de se faire reconnaître comme citoyens et citoyennes des États-Unis. Encore là, une autre révolte. Et ces révoltes-là s'est continuées durant les années 20, les années 30, les années 40, puis les années 50. Mais effectivement, c'est les luttes pour les droits civiques qui ont abordé, on peut dire, il ne faut jamais oublier. Écoutez, là, Watts, Newark, New Jersey, Detroit, Chicago, toutes les émeutes, armées au Détroit, armées. Moi, j'étais à Chicago en 1968. J'ai vu la garde nationale avec les baïonnettes, avec les armes, avec les fusils armés pour nous déloger de Grant Park. J'étais là. J'ai vu ça. Fait que si on en ajoute tout ça, puis on va jusqu'aux années 70, 80, 90, toutes les révoltes qu'ils ont eues. Écoute, même Franklin Delano Roosevelt, durant la grande crise des années 30, quand les travailleurs à travers les États-Unis ont occupé, qu'on appelle les parcs publics à travers les États-Unis, on appelait ça les Hooverville. Les Hooverville. Il y avait des gens qui n'avaient pas de travail, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de bouffe, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'assurance chômage à l'époque, il n'y a pas. Et donc, comment on les a délogés? Avec l'armée américaine. FDR a envoyé l'armée américaine pour les déloger des parcs publics. Des parcs publics. Parce qu'ils avaient occupé les parcs avec des tentes. Ils voulaient se garder un peu à l'abri de la neige dans certaines places, le pluie dans d'autres. Donc, les États-Unis est traversés de ça. Est constamment traversé de ça. Fait que moi, quand je regarde le 6 janvier, qui était directement dirigé vers le Capitole, puis surtout le Congrès qu'on appelle, c'est pas moi, ça m'a pas surpris. Ça m'a pas surpris du tout. Et effectivement, je me dis, sachant très bien les 4 années de Donald Trump au pouvoir, sachant très bien les 8 années de Barack Obama, il faut jamais oublier, sous Barack Obama, les milices aux États-Unis ont quadruplé sous la gouverne de Barack Obama, parce que ces gens-là disaient, on ne peut pas accepter un homme noir comme président à la Maison-Blanche. Écoutez, là, la Maison-Blanche occupée par un noir, jamais ils ont accepté ça. Et les milices ont quadruplé. Donc, qu'est-ce qui est arrivé durant les 4 années de M. Trump? Ça a été une continuité de ça. L'événement finalement de Charlottesville, où les racistes, le Ku Klux Klan, le parti néo-nazi était là. Tout ça finalement a démontré que les États-Unis étaient dans une situation explosive. Mais les États-Unis ont toujours été dans des situations explosives. Écoutez, on ne peut pas avoir un pays où il y a 450 millions d'armes à feu qui circulent puis dire que c'est la paix dans cette société-là. C'est impossible. Donc, vouloir dire que les États-Unis ont toujours vécu sous la paix, puis qu'effectivement, qu'est-ce qui est arrivé le 6 janvier est un épiphénomène, c'est vraiment pas connaître l'histoire américaine. C'est vraiment pas lire l'histoire américaine. Et dans les faits, c'est se dire à nous-mêmes, comme Américains, et c'est ça qui s'est fait, que nous, on peut pas vivre ça. C'est pas vrai. Nous, on n'est pas comme ça. Ils ont qu'à regarder l'histoire américaine sur leur propre territoire, puis à regarder l'histoire américaine sur l'ensemble de la planète. Puis vous allez voir que les États-Unis ont toujours vécu une situation de confrontation chez eux et avec le reste du monde aussi. Professeur Donald Coutueleta, nous allons consacrer aujourd'hui beaucoup de temps à l'impact, aux conséquences des événements du 6 janvier sur la démocratie américaine. Mais bien avant, parlons un petit peu de l'homme qui a été au centre de tout ça, Donald Trump. Pourquoi, selon vous, l'Amérique a choisi Donald Trump pour diriger les États-Unis en 2016?
Ben, pourquoi que la population américaine, par une mince marge, hein, il faut le dire, hein, la même marge avec laquelle Joe Biden a gagné, c'est la même marge avec laquelle Donald Trump a gagné. Fait que ça veut dire que la population est fondamentalement divisée entre républicains et démocrates. Je veux dire, la marge n'était pas extraordinaire pour M. Trump non plus. Je veux dire, les démocrates, s'ils auraient voulu, en comptant les votes dans certains États, ils auraient pu dire, oh, attends une minute, c'est pas clair qui a gagné. Et il a eu le droit de le faire, d'ailleurs. Donc, c'est si proche que ça. Donc, Donald Trump, dans les faits, c'est qui a voté pour Donald Trump et pourquoi? Moi, je pense que la première chose qu'il faut se poser à cette question, c'est comment ça se fait qu'une population américaine qui, effectivement, a complètement changé leur position, puis qu'éventuellement, ont voté pour quelqu'un qui s'appelle Donald Trump, qui était de droite, puis même certaines de ses politiques, et surtout certains de ses discours durant la campagne, étaient d'extrême droite. Quand il dit qu'à Charlottesville, finalement, tout le monde était beau, tout le monde était fin, puis il y avait du beau monde des deux côtés, quand on sait les néo-nazis étaient là, le Ku Klux Klan est là, là, on peut dire que c'est un discours d'extrême droite de la part d'un président. Mais il faut voir qu'aux États-Unis, depuis Ronald Reagan, cette population-là a changé de cap sur le plan idéologique. C'est une société qui est devenue de plus en plus conservatrice. Et c'est le conservatisme qui domine aux États-Unis depuis, qui domine, quand je dis domine, pas simplement au niveau du Parti républicain, mais il y a au sein du Parti démocrate. Il ne faut jamais oublier qu'au sein du Parti démocrate, il y a plusieurs conservateurs. Le sud-est des États-Unis, hein, le fameux Sud, la Confédération du Sud, ça a tout été dominé par des démocrates qui étaient aussi conservateurs qu'ils étaient les républicains. Sauf que maintenant, avec Ronald Reagan au pouvoir et tout le changement idéologique vers la droite, de plus en plus, les gens commencent à voir, et surtout une population blanche, il ne faut jamais oublier, la population blanche a toujours eu effectivement un rôle de privilégié aux États-Unis. Il faut l'admettre, ça. Il y avait les meilleurs emplois, les meilleures chances de l'université, de s'éduquer, etc. Et là, on voit depuis, on peut dire, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec les nouvelles vagues d'immigration qui viennent de l'Amérique latine, qui viennent de l'Afrique, qui viennent d'un peu partout, comme ici au Canada, la même chose, qui fait que finalement, c'est une nouvelle mosaïque qui est apparue. Une nouvelle mosaïque où finalement, c'est plus les Blancs qui dominent la société américaine. Si on rajoute tous les groupes multi-ethniques qui existent aux États-Unis, ils sont peut-être pas la majorité, mais ils sont présents dans toutes les sphères de la société américaine. Et ça, pour les Blancs qui contrôlent la société américaine, pour eux, c'est une perte, c'est un recul, et on ne les reconnaît pas. Et évidemment, ils ont développé à partir de ces gens-là, qui sont venus d'ailleurs, puis même les Noirs qui sont déjà là depuis 1618, ils sont là, c'est de ne pas reconnaître leur valeur dans la société américaine. C'est les voir encore comme des citoyens de troisième ordre, finalement. Qui fait que ces Blancs-là ont commencé à dire il va falloir qu'on se défend. Et c'est là que des éléments de droite et d'extrême droite qui ont toujours existé. Écoutez, moi, j'avais 15 ans en 1960 et j'ai vu une défilée du parti nazi américain se défiler sur Broadway. J'avais 15 ans à New York. Écoutez, là, j'avais 15 ans, 1960. Puis j'ai vu ça, j'ai dit, ça se peut pas. Oui, ça se peut. Donc, les éléments d'extrémistes de droite ont infiltré cette population-là. Les gens qui étaient sur la radio, hein, ce qu'on appelle le talk radio, le trash radio, ont commencé à alimenter cette base-là. Et de plus en plus, les Blancs qui se sentaient effectivement lésés dans leurs droits, c'est la façon qu'ils analysaient la situation présente aux États-Unis, qui continuent à l'analyser comme telle, s'est dit, c'est à nous maintenant de régler le problème. Tant aussi longtemps que les démocrates sont au pouvoir, tant aussi longtemps que c'était un noir qui était à la Maison-Blanche, tant, on attendait ces discours-là à journée longue depuis des années, qui effectivement, la société est devenue fracturée, profondément fracturée. Et alors, ils se cherchaient quelqu'un qui pourrait être un peu, peut-être pas le porte-parole, mais quelqu'un qui les écouterait. Puis qu'effectivement leur donnerait raison dans leur conception de l'analyse de la société américaine telle qu'on la voit aujourd'hui. Et alors, qui arrive?
Donald Trump. Et Donald Trump, avec ses conseillers, a compris qu'il fallait parler à ces gens-là de la façon que eux voient la société américaine. Et c'est là que Donald Trump a compris très bien que son discours devait être un discours populiste. Populisme, mais un populisme de droite. C'est clair. Et ça, les gens ont commencé à regarder et ont dit, coudonc, si le Parti républicain commence à l'écouter, puis s'il commence à prendre lui comme leur candidat, c'est peut-être une possibilité pour nous d'arriver, peut-être pas au pouvoir, mais d'avoir quelqu'un au pouvoir qui va nous écouter. Puis qui va mettre les démocrates et les soi-disant gauchistes, socialistes, c'est comme ça qu'ils voient c'est comme ça qu'ils voient les Noirs, c'est comme ça qu'ils voient les hispanophones, c'est tous des gauchistes, on va leur mettre à leur place. Et c'est ça qu'ils voulaient. Puis effectivement, Donald Trump a compris très bien ça. Il a compris très bien ça. Et donc, finalement, son discours, finalement, est devenu un discours, finalement, de populisme de droite, teinté de certains, disons, certains discours aussi d'extrême droite. Et c'est alors que ces gens-là ont dit, ah, c'est lui. À ce moment-là, quand les sondages indiquaient qu'il y avait une chance, je dis bien une chance de gagner les élections, c'est là que le Parti républicain l'ont pris dans leurs bras et ont dit, avec lui, on peut aller à la Maison-Blanche. Parce que jusqu'à ce moment-là, les républicains n'étaient pas d'accord avec lui. Ils ne l'aimaient pas. Leur candidat, c'était Jeb Bush. Et quand il a vu comment que lui a manipulé puis qu'il a détruit Jeb Bush dans 2-3 débats, ils ont dit, c'est pas lui qui va être notre nouveau président. Il ne sera même plus là. Puis d'ailleurs, M. Jeb Bush s'est retiré de la processus. Donc, on arrive à Donald Trump. Et là, le Parti républicain a regardé les sondages, État par État, district par district. Puis là, il commence à se dire, peut-être on a une chance avec lui. Donc, c'est là que le Parti républicain, contrairement à leur position de base qui était contre Donald Trump, l'ont pris dans leurs bras et ont dit, c'est avec lui qu'on va aller à la Maison-Blanche. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, Donald Trump, avec l'appui du Parti républicain, il a dit, maintenant, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. Et c'est là qu'on a commencé à voir que finalement, comment est-ce qu'il s'y comportait, comment est-ce que finalement son populisme de droite et d'extrême droite commençait à éveiller surtout la population blanche, puis une certaine pourcentage, mais très, très minime des hispanophones, une certaine pourcentage, mais très minime de la communauté afro-américaine. Le monde oublie ça, mais c'est tout à fait vrai. Mais la grande majorité qui ont voté pour lui à 95%, c'est les Blancs. C'est les Blancs travailleurs qui se sont sentis évidemment délaissés par les démocrates, les gens qui vivaient finalement dans les usines, les gens qui finalement ont pensé que les syndicats les ont délaissés, les gens qui disaient que finalement je ne peux pas aller en payer mes enfants à l'université parce que je n'ai pas les moyens. Tout ce monde-là, puis leur discours, moi je sais, j'allais souvent aux États-Unis à ce moment-là, puis je les ai vus quand j'ai enseigné 12 ans aux États-Unis, je voyais des gens en train de se préparer leur discours, ils ont dit, quand la société américaine m'a demandé pour aller à la guerre, je suis allé au Vietnam. Quand mon père est allé au Corée, il est allé en Corée. Puis quand ils reviennent, ces gens-là, on leur traite comment? On leur donne plus leurs droits, on leur donne plus rien, et c'est comme ça. Et tout ça mis ensemble fait que finalement, avec les leaders de la communauté d'extrême droite et de droite, avec les miliciens un peu partout aux États-Unis, disent que finalement, ça nous prend simplement quelqu'un qui pourrait nous écouter. Alors arrive Donald Trump. Si je vous comprends très bien, professeur Donald Cuccioletta, l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2016 était une réponse, une réplique d'une certaine Amérique blanche qui se sent inquiète, délaissée par ses élites politiques. Oh, absolument, c'est plus qu'une inquiétude, c'est un rejet. C'est un rejet. On ne veut plus voir un autre Barack Obama au pouvoir, c'est clair. C'est clair. Donc, l'élection de Donald Trump, avec tout son discours, avec tous les miliciens qui le soutiennent, avec toute la communauté blanche qui le soutient et tous les extrémistes de droite et finalement qui le soutiennent, c'est clair, c'est un dire au Parti démocrate, puis un peu partout ailleurs dans les États et tout ça, jamais plus un homme noir à la présidence des États-Unis. C'est-tu clair, ça? C'est évident.
Donc, c'est pas simplement un certain rejet, c'est vraiment de dire on n'en veut plus. On n'en veut plus. Dans le fond, pour eux, ces gens-là, l'Amérique doit redevenir qu'est-ce qu'il était. Blanche, contrôlée par la population blanche, avec un président blanc, préférablement quelqu'un de droite et d'extrême droite, ça pourrait aider, conservateur. Le conservatisme revient, c'est plus le libéralisme du démocrate, c'est plus les gauchistes qui sont à l'intérieur du Parti démocrate, etc., etc., etc. Ça fait partie de ça. Ça fait partie de ça. Et ça fait partie de les multiples fractures qui existent dans cette société-là, entre les Noirs et les Blancs, entre les Noirs avec les hispanophones, les autochtones contre les Blancs. Il y a une fracture entre les hommes et les femmes, entre les riches et les pauvres. Tout ça a alimenté toute cette période-là qui nous a donné, qui a donné aux États-Unis, puis qui a donné au reste du monde, Donald Trump. En parlant de cette Amérique blanche, professeur Cuccioletta, qui est inquiète, essayons d'analyser les résultats du dernier recensement de la population réalisé en 2020 ici aux États-Unis. La démographie est-elle donc son pire ennemi, professeur Cuccioletta? Oui, oui, absolument. Absolument, c'est clair, c'est évident. Sauf que, comme beaucoup de mes amis dans la communauté afro-américaine aux États-Unis, j'ai énormément d'amis là, beaucoup d'amis dans la communauté hispanophone, asiatique, c'est toujours une bataille pour faire sortir le vote. Écoutez, je veux dire, c'est pas pour rien qu'on a même vu à la télé Rock the Vote, sortir le vote. Ça veut dire que beaucoup d'Afro-Américains, une grande portion de la population afro-américaine disent « Qu'est-ce que ça donne de voter? » Que ce soit un ou l'autre, on n'avance jamais notre société. On est toujours pris avec la pauvreté dans les ghettos, on nous traite comme des citoyens de troisième ordre. Puis je comprends très bien, la lutte qu'il mène, il mène depuis 1618, depuis qu'il était des esclaves. Écoutez, je comprends très bien de dire parfois ça vaut pas la peine de voter, puis ils restent chez eux. Et c'est de là que le Parti démocrate doit toujours s'assurer que le candidat qu'ils vont aller chercher, c'est quelqu'un qui est capable d'approcher cette communauté-là. Et c'est pour ça que M. Joe Biden est allé chercher Kamala Harris. C'est pour ça. Pour aller chercher surtout le vote des femmes. Les votes des femmes de la communauté afro-américaine. Parce que ces gens-là, ces femmes-là ont resté chez eux parce qu'ils n'aimaient pas Mme Hillary Clinton. Écoute, il y a des livres là-dessus, des études qui ont été faites là-dessus. C'est clair tout ça. Donc, c'est une volonté de rejeter la nouvelle mosaïque qui est en train de grossir et grandir aux États-Unis, qui a contribué aux États-Unis depuis la fondation des États-Unis. Il ne faut jamais oublier ça. Mais dans la population blanche, particulièrement ceux de droite et d'extrême droite, ils n'acceptent pas ça. Ça veut dire que la bataille continue. Si on pense que tout ça est fini aujourd'hui parce que M. Biden est au pouvoir, selon moi, ça fait juste commencer. Ça fait juste commencer. Professeur Cuccioletta, vous suivez de très près l'actualité ici aux États-Unis. Plus de 400 projets de loi électorale ont été adoptés au niveau des États contrôlés par le Parti républicain. Des mesures législatives qui vont limiter l'accès au scrutin des électeurs issus des minorités, sans oublier les opérations de découpage électoral des districts fédéraux contrôlés par les républicains. Aujourd'hui, républicains, mais dans le passé, qu'est-ce qu'on appelle le gerrymandering, hein, qui est légal. Disons, c'est peut-être pas moral, mais on ne peut pas les empêcher. Hein. Parce qu'effectivement, c'est la législature, la majorité de la législature qui détermine le gerrymandering à partir du recensement à tous les 10 ans. Les démocrates ont fait la même chose. Écoutez, ils ont fait la même chose. C'est comme ça que John F. Kennedy a gagné. Pas peu, mais il a gagné. Donc, il y a eu un gerrymandering de la part du Parti républicain, je veux dire démocrate. Donc, on utilise ça constamment. Là, c'est clair, c'est le tour des républicains parce qu'ils veulent reprendre le pouvoir en 2024. Donc, ils ont commencé déjà à tout restructurer les États, restructurer les districts fédéraux dans les États, etc., etc., etc. Qui fait que finalement, c'est un danger. C'est un véritable danger que les républicains puissent reprendre disons, la Chambre des représentants, puis effectivement, avec un effet spillover au niveau du Sénat pour reprendre une majorité mince, mais une majorité néanmoins. Donc, 2022, pour M. Joe Biden et le Parti démocrate, joue leur avenir.
jouent leur avenir, c'est clair. Là. Donc, pour moi, il faut que les partis démocrates se rechangent, se restructurent. Moi, la critique que je fais beaucoup du Parti démocrate, c'est quand Mme Clinton a perdu en 2016. Peu importe, avec toutes les choses qu'on a écrites, c'est la Russie, c'est Poutine et tout ça. De toute façon, elle a perdu. C'est à ce moment-là que le Parti démocrate aurait dû saisir l'opportunité de dire il faut reconstruire ce parti-là. Il faut regarder la société américaine comme elle est et comment nous, les démocrates, on peut répondre aux problèmes de cette société-là et les fractures qui existent dans cette société-là depuis 25 et 30 ans. Ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire qu'ils ont manqué leur opportunité de réénergiser le Parti démocrate, d'amener une nouvelle génération à s'impliquer dans le Parti démocrate au niveau de la politique, au niveau national et au niveau des États, puis au niveau même des grandes villes importantes dans le processus. Donc, ils l'ont pas fait. Ils ont resté dans le statu quo. Et le statu quo, c'est M. Biden. C'est clair. C'est M. Biden, c'est le statu quo. Donc, dans les faits, ils ont abandonné l'opportunité. Et ça va leur coûter cher dans les prochaines 2022, puis dans les élections 2024. Donc, on arrive à une société finalement qui est profondément fracturée. Les gens veulent du changement. Les gens veulent du changement. Ils voient que le changement ne vient pas. Puis si elle vient au compte-gouttes de la part des républicains et les démocrates. C'est pas pour rien que le mot socialisme a repris sa place aux États-Unis. Moi, j'ai jamais vu ça des années 60, 70, 80, 90, 2000. Là, aujourd'hui, vous pouvez lire des journaux socialistes. Vous avez des socialistes à la Chambre des représentants, Alexandria Ocasio-Cortez. Vous avez des représentants du Democratic Socialists of America, dont Bernie Sanders. Oui, Bernie Sanders. Vous avez aussi des gens qui sont au niveau municipal. Le conseil municipal de Seattle est contrôlé par des socialistes. Même celui de Chicago, avec l'alliance entre les progressistes et les socialistes, il contrôle le conseil municipal de Chicago. Écoutez, là, ça veut dire le monde veut du changement. Puis là, il regarde le Parti républicain, mais il ne dit pas avec les autres qu'on va avoir du changement. C'est évident. C'est évident. Mais on regarde le Parti démocrate, on dit, ça n'a pas l'air qu'il va l'avoir non plus de l'autre côté non plus. Et quand vous parlez de certains États où les républicains étaient au pouvoir, regardez ce qui s'est passé au Texas sur la question de la loi sur l'avortement. Ah, épouvantable, épouvantable. Là, c'est rendu que c'est aussi probablement l'Alabama qui va mettre ça de l'avant. La Georgie pense faire la même chose. Il y a jusqu'à 25 États présentement qui pensent de faire des lois similaires dans leurs États par rapport à la question de la réglementation. Et le but, c'est d'empêcher le libre choix des femmes au niveau de l'avortement. Ça veut dire, ça met en cause, puis ça, pour moi, ça va être le débat numéro 1 durant les élections du mi-mandat de 2022. Est-ce qu'on va pouvoir conserver Roe v. Wade, qui a été la décision de la Cour suprême des États-Unis en 1972 pour donner le libre choix aux femmes de décider oui ou non si je veux un avortement. Le libre choix. Comme dans toute démocratie, on devrait avoir le libre choix. Voter démocrate, le vieux républicain, de rester chez nous, de travailler à un endroit, travailler à un autre endroit. C'est ça le libre choix. C'est la même chose pour l'avortement. Et ça, c'est en cause. Selon moi, ça va être probablement l'élément de discours du 2022 qui est peut-être le plus important, qui peut changer la donne. Donc, je pense qu'il faut voir ce qui va se passer en 2022. C'est une élection de 2022 de demi-mandat qui peut changer l'avenir des États-Unis dans une direction où est-ce que dans les faits, on va être pire qu'on est aujourd'hui. Si les démocrates ne font pas des changements profonds, commencer à regarder véritablement problème aux États-Unis. Écoutez, M. Biden a fait un grand discours quand c'était le cas de M. George Floyd. Depuis ce temps-là, rien sur les relations racistes aux États-Unis. Rien, mais rien, absolument rien. Et là, je lisais dans le New York Times ce matin, qu'il y a même des jeunes du secondaire qui vont à l'école armés pour se protéger. Imaginez-vous, là. Puis oui, pour moi, là, je regarde cette société-là, la population doit saisir sa propre société. Et tant aussi longtemps la population ne font pas ça, les conditions vont s'empirer davantage.
Je pense que les États-Unis sont un parfait exemple de ce qui arrive dans une société quand c'est la société du spectacle qui gouverne plutôt que de la politique et surtout la démocratie qui gouverne. Vous venez donc de souligner le fait que les démocrates n'avaient pas profité de l'élection de Donald Trump en 2016 pour restructurer ce parti en répondant au désir de changement clairement exprimé par les adhérents. Tout cela est dû au fait que les démocrates sont divisés entre une aile très conservatrice proche des républicains et une frange progressiste dans laquelle on retrouve les sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren, les députés Alexandra Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, etc. Cette division, je dirais en deux franges diamétralement opposées, est-ce que ça ne risque pas de coûter cher aux démocrates en 2022 et en 2024? Ben, c'est une division au sein du Parti démocrate parce que, effectivement, on peut dire l'élite qui contrôle le Parti démocrate n'a jamais tenu compte de cette cohorte qui grossit à chaque élection, qui se disent progressistes, certains se disent socialistes démocratiques, peu importe, un peu partout. Puis là, c'est pas juste simplement dans le nord-est du pays que vous avez mentionné, Massachusetts, l'État de New York, le Vermont et tout ça. Il y en a même certains qui se font élire sur la base des socialistes au Texas. Imaginez-vous, là, le fameux Texas. Donc, écoutez, c'est un mouvement de jeunesse en plus. C'est ça qu'il faut voir. C'est que le Parti démocrate démontre clairement qu'il est vieux. Il est vieillard. Même, écoute, même Sanders, que j'apprécie beaucoup, que j'ai rencontré à plusieurs occasions quand il était maire de Burlington, quand il est devenu représentant de l'État du Vermont, puis quand il était sénateur. Je veux dire, j'étais en contact avec lui pendant des années de temps. J'emmenais mes étudiants de l'Université du Québec à Montréal une fois par année au mois d'octobre pour le rencontrer, pour débattre la politique américaine avec lui. Je l'ai invité même ici à l'UQAM, effectivement, de venir à Montréal pour parler aux étudiants de l'UQAM et tout ça, puis même à l'Université de Montréal. Donc, non, mais il y a 78 ans, là. Je veux dire, écoutez, je ne veux pas faire de l'âgisme, mais quelque part, le Parti démocrate est vieux. Puis si vous regardez le nombre de personnes qui sont allées chercher encore, c'est encore la vieille garde, même s'ils sont jeunes, comme Beto O'Rourke du Texas. C'est de la vieille garde. Il est jeune, mais il est quand même dans la mentalité traditionnelle du Parti démocrate. C'est comme si on retournait effectivement les bonnes années, les années 50, les années 60. Non, c'est le 21e siècle dans lequel on est aujourd'hui. Puis il semble que le Parti démocrate ne le voit pas. À chaque fois que Joe Biden parle, c'est comme, je dis, coudonc, il parle comme s'il était encore dans les années 50. On est au 21e siècle, là, 21e siècle. Donc, la jeunesse est dans le 21e siècle. Et certaines parties de la génération, peut-être plus âgées, les 35 et 45 et 50 ans, qui travaillent dans le monde technologique d'aujourd'hui, eux autres aussi sont dans le 21e siècle. Donc, le Parti démocrate est comme canté dans son passé. Dans son passé, quand M. Biden a dit dans son premier discours « Je veux être comme le nouveau Franklin Delano Roosevelt », je m'excuse, là, il n'y en avait qu'un Franklin Delano Roosevelt, il n'y en a pas un deuxième. Déjà là, je me dis, coudonc, il retourne dans les années 30, lui, là. Il aurait dû dire « Je veux être le président du 21e siècle. Je veux être le président pour emmener la jeunesse dans mon parti. Je veux être, vous comprenez? Homme ou femme, là. C'est ça l'avenir des États-Unis. » Donc, il n'a pas fait ça. Donc, tu vois un peu la léthargie de transformation du Parti démocrate qui, ça va leur coûter cher, probablement en 2022. Même les démocrates disent, en tout cas ceux qui sont des spécialistes des sondages pour les démocrates, ils disent, on n'est pas sur la bonne route de ce temps-là, mes amis, on s'en va vers la dèche là, en 2022. Donc, écoutez, fait que c'est quoi qu'ils veulent? C'est que dans les faits, c'est parce que on voit que la société veut du changement. Une société, bon, il y en a qui veulent du changement de la droite, et même certains de l'extrême droite. Bon, il ne faut pas aller là. Mais il y a des gens qui, de l'autre côté, écoutez, la population américaine, à chaque année qu'il y a un sondage sur les armes à feu et le contrôle des armes à feu, il y a jusqu'à 65% de la population qui dit il faut contrôler les armes à feu, puis à un moment donné, il faut les abolir, les semi-automatiques et tout ça, les armes militaires. 65%!
Que fait le président des États-Unis? Que fait le Congrès? Que fait? 65%. Et puis pourtant, quand on dit, ah ben, on a avancé un programme parce qu'il y a eu 50% qui étaient d'accord avec. Là, il y a 65% qui disent, faites quoi sur les armes à feu, là? Il y a quelque chose qui fait que dans la démocratie américaine aujourd'hui, je pense que la population demande une nouvelle définition de démocratie. Une définition qui dit, mettons le peuple de plus en plus, peut-être pas au pouvoir, mais par l'entremise dans les États, dans les gouverneurs, dans les maires de villes, les grandes villes surtout. Il faut leur donner cette place-là à la population. Donc, on veut regarder ce qui se passe un peu partout ailleurs, parce qu'un peu partout ailleurs, on est en train de redéfinir ce que ça veut dire la démocratie aujourd'hui, et pas rester avec une vieille définition comme M. Biden a semblé vouloir faire quand il a fait son sommet sur la démocratie. Écoutez, là, inviter l'Arabie Saoudite puis dire que c'est un pays démocratique, franchement. Mais vous voyez, imaginez-vous, là, quelqu'un qui est un vrai démocrate à cœur et qui voit ça, puis il dit, coudonc, où est-ce qu'on s'en va? Puis est-ce qu'il va aller du côté des républicains? Certainement pas. Mais il peut aller du côté des progressistes, il peut aller sur le côté vert, il peut aller. J'espère qu'ils vont essayer de trouver quelque chose. Moi, je dis, si jamais les États-Unis veulent commencer véritablement une transformation de leur société pour l'avenir, puis ça, je pense que c'est important, pas simplement pour les Américains, mais c'est important pour la planète aussi. Quand même, si on parle des États-Unis d'Amérique, là, on parle des États-Unis d'Amérique, là. Donc, il faut que la population américaine se mette vraiment dans un parcours beaucoup plus progressiste, beaucoup plus, puis aller au-delà de simplement les politiciens à Washington. Mais si on le voit déjà, hein, écoutez, si vous regardez les sondages, les gens décident de ne pas voter, ils votent moins, écoutez, c'est vraiment horrible. Puis en même temps, on me dit, ben, c'est une grande démocratie. Ouais, écoutez. Donc, je pense qu'ils sont pris avec un problème de fond avec lequel les deux partis, puis je blâme les deux partis, là, ni un ni l'autre, selon moi, est capable de solutionner, ont peur de se regarder eux-mêmes dans le miroir puis dire où est-ce qu'ils vont mon pays? Où est-ce qu'ils vont mon pays? Puis qu'est-ce que je peux faire, moi? Ça, ils ne le feront pas. Ça veut dire que ça va être la population à le faire. Bon, j'ai des collègues aux États-Unis, ils disent qu'on s'en va vers une guerre civile. Je l'espère pas, là. Je pense que la guerre civile est déjà commencée. C'est pas une guerre armée, en tout cas. Espérons que ça ira pas jusque-là. Mais il y a une guerre civile au niveau langage, au niveau idéologique. En parlant de guerre idéologique ici aux États-Unis, la montée de l'extrême droite touche plusieurs régions du monde, l'Amérique latine, l'Europe avec quelqu'un comme Bolsonaro au Brésil, Viktor Orban en Hongrie. En France, les deux principaux candidats pour l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen et Éric Zemmour, c'est quand même entre 29 et 30% des intentions de vote face à une gauche, je dirais, presque méconnaissable. Bien, ça veut dire que les gens qui sont au pouvoir n'ont pas écouté les gens qui manifestent. Ça veut dire, écoutez, assez curieusement, moi j'ai lu quelque chose sur la France cette semaine qui m'a vraiment un peu bouleversé. Quand les Gilets jaunes étaient dans la rue, hein, les Gilets jaunes qui ont quand même marqué une période... de la présidence de Macron, c'est ça. Ah oui, absolument. Et donc, finalement, puis qui continue à manifester ici et là, peut-être pas à Paris, mais dans certains villages, dans certains départements, etc. La gauche n'a même pas voulu aller parler aux Gilets jaunes. Fait que la gauche est complètement abandonnée aux États-Unis, en France. Ça veut dire que finalement, ils ne savent pas comment répondre à les gens qui disent « On a travaillé toute notre vie, on veut simplement se sentir bien dans notre vieillesse. » Est-ce que c'est trop de demander? Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui les écoute. Les gens au pouvoir n'écoutent plus la population. Que ce soit la gauche, et je critique autant la gauche que je critique la droite. Et si la gauche est représentée par, on peut dire, le Parti démocrate, mais il n'écoute non plus la population. Et M. Trump n'écoutera jamais la population. Il va écouter les gens du pouvoir, c'est tout. Et comme je pense que le Parti démocrate est en train de faire aussi, écouter les gens du pouvoir. Donc, personne n'écoute la population. Puis malheureusement, la population va aller du côté qui va lui offrir des solutions.
Et malheureusement, c'est la montée de l'extrême droite un peu partout. Puis ça me fait penser, pour moi, quand je retourne dans le passé, ça me fait penser les années 20 et les années 30. Les années 20 et les années 30, c'est exactement ça. La gauche a complètement abandonné les résultats de la Première Guerre mondiale, la pauvreté qui est sortie de cette guerre-là, plus finalement, ils ont abandonné la population, même au niveau de la grippe espagnole. Puis là, on s'est retrouvé avec des crises épouvantables, et la gauche a dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment qu'on peut faire? Pendant ce temps-là, l'extrême droite, Benito Mussolini, hein, Adolf Hitler, Salazar, moi, je ne veux pas le dire, je ne suis pas quelqu'un qui pense que l'histoire se répète, mais quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui, je me dis souvent, je retourne à l'époque de 1914, la Première Guerre mondiale, j'égote la grippe espagnole, qui est la pandémie aujourd'hui. Je regarde effectivement la montée de l'extrême droite, comme je vois avec Orban, Bolsonaro et tout le reste, qui fait. Quand je regarde la situation d'Haïti, qu'avec mes amis haïtiens ici à Montréal, sur une émission qu'on fait ensemble qui s'appelle Le Cabaret des idées avec Ishmael Robert, qui est un grand camarade et un grand frère de moi, qui est un haïtien. C'est le duo, finalement, puis que nous, on regarde ce qui se passe en Haïti. Coudon, c'est épouvantable. C'est du génocide. C'est du génocide. Donc, puis après ça, on veut que la population se pose aux urnes, qui votent démocratiquement, qui aiment la démocratie. Ces gens-là, c'est ce qu'ils disent à travers le monde. La démocratie est en péril parce qu'on n'y croit plus. On n'y croit plus. Les gens ne croient plus en la démocratie à travers le monde pour des raisons diverses. Cependant, en Europe, c'est quand même tout à fait particulier. Et la montée de l'extrême droite est liée, associée à un discours anti-immigrant. Oh, oui, c'est sûr que c'est le bouc émissaire, c'est évident. Et c'est le retour du racisme. C'est le retour du racisme, même systémique. Évidemment, les Français ne le diront pas, les Italiens ne le diront pas, les Allemands ne le diront pas, mais c'est le racisme systémique qui a toujours été là. Écoutez, ça n'a pas pris l'immigration légale ou illégale qui est venue de l'Afrique pour faire soulever le racisme en France. Écoute, la France, qu'est-ce qu'ils ont fait aux Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale? On a quand même eu Vichy en France, n'oubliez pas ça, là. Donc, tout ça fait que finalement, c'est clair, c'est des boucs émissaires. Puis c'est le retour du racisme, et les gens d'extrême droite, ça fait leur affaire. Ils jouent avec ça constamment, qui fait que finalement, ils ont mis les boucs émissaires. Il faut blâmer quelqu'un, n'est-ce pas? Et donc, ils l'ont trouvé. En Allemagne, en Italie, en France, même en Angleterre. Et ça, c'est un peu, on peut dire, la poudre de canon de l'extrême droite. C'est toujours la faute des Noirs, c'est la faute des immigrants qui viennent de la Syrie, c'est la faute des gens qui viennent du Kazakhstan, c'est la faute des Arabes, tout sauf des Blancs. Nous sommes presque à la fin de notre émission, professeur Donald Couturleta. Revenons à notre sujet du jour, l'invasion du Capitole le 6 janvier 2021 par les partisans de Donald Trump, alors président des États-Unis. N'est-il pas venu le temps de repenser le système électoral universel indirect, pourrait-on dire, réduire la période qui s'écoule entre la date des élections et la prestation de serment, sans oublier bien sûr cette longue cérémonie de certification des élections par le Congrès des États-Unis sous la présidence du vice-président. Ah, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça fait longtemps que je réclame ça. Je pense que les Américains doivent regarder leur système électoral. Ça, c'est clair. Comment qu'on élit un président. Ils devraient regarder tout ça, l'argent qui est dépensé. C'est une honte. C'est une honte de montant d'argent qui est dépensé. C'est incroyable. Cet argent-là pourrait être mis dans des endroits nécessaires au niveau des écoles, dans certaines villes où ils ont besoin des ordinateurs dans les écoles primaires et secondaires. Effectivement, il faudra qu'ils regardent. Mais est-ce qu'il y a une volonté politique? Moi, tant aussi longtemps que c'est les républicains et les démocrates qui contrôlent ce système-là, ça ne changera jamais.
C'est la population qui doit mettre les pressions de dire il faut que ça change, il faut qu'on y lit autrement. Moi, écoutez, moi, je me dis, comment ça se fait que c'est rien que deux partis qui contrôlent tout l'ensemble du processus? Puis après ça, on me dit que c'est une démocratie. Je ne comprends pas. Je regarde le Canada, il y a juste 7, 8, 9, 10 partis qui se présentent au fédéral, au provincial, dans les villes, parce que les gens ont le droit de voter pour qui ils veulent. Puis les idées, parce que notre société, il faut le voir, notre société aujourd'hui n'est plus effectivement gauche-droite. Elle est beaucoup plus. Il y a plusieurs différentes idées qui circulent aujourd'hui. Les nouvelles générations ont des différentes idées que la mienne. Effectivement. Et ça doit être répondu au niveau politique. Ça veut dire donner la place à plusieurs partis politiques de se créer en fonction de ces nouvelles idées-là et se présenter à la présidence des États-Unis ouvertement avec un vote finalement général, majoritaire et arrêter avec le collège électoral, s'il vous plaît. Mais ça, tant aussi longtemps, c'est les républicains et les démocrates, et tant aussi longtemps qu'il n'y a pas une discussion véritable aux États-Unis en profondeur de qu'est-ce que ça veut dire une démocratie aujourd'hui au 21e siècle, ne serait-ce que pour les États-Unis, rien ne va changer. Rien ne va changer. Espérons vivement le contraire, professeur Donald Coutulieta. Pour terminer, une double question. Est-ce que le Parti républicain va pouvoir survivre avec cette mainmise de Donald Trump? Quel avenir pour la démocratie américaine avec un Donald Trump faiseur de roi au sein du Parti républicain? La première des choses, il faut dire que c'est Donald Trump qui contrôle le Parti républicain. Parce que les républicains qui sont élus à la Chambre, puis au Sénat, puis un peu partout à travers le pays, les gouverneurs, les législatures et tout ça, l'ont laissé faire. Ils l'ont laissé faire. Parce que dans leur tête à eux, pas parce qu'ils sont d'accord avec tout ce qu'il dit puis ce qu'il fait, mais c'est avec eux, ils peuvent aller aux présidences des États-Unis. C'est encore la même idée qu'ils ont en 2016. Ça revient. Ça revient. Donc, ils pensent avec lui qu'en 2024, ils vont gagner, donc ils sont au pouvoir. Et on sait qu'aux États-Unis, on se lance en politique pour devenir pas juste gouverneur ou maire de la ville de New York ou de Chicago, on veut devenir président des États-Unis. C'est le poste par excellence. Et donc, les républicains ne changeront pas de ce côté-là. Donc, le Trumpisme existe parce que le Parti républicain ont décidé encore une deuxième fois que c'est Donald Trump qui est l'homme qui va les amener au pouvoir de la Maison-Blanche. Et puis qu'effectivement, il va y avoir l'effet du spillover au niveau de la Chambre des représentants, puis probablement un tout petit peu au niveau du spillover au niveau du Sénat. C'est rien que ça. Donc, c'est leurs intérêts. C'est pas parce qu'ils pensent que Donald Trump va être un bon président pour les États-Unis. C'est leurs intérêts. C'est tout si simple que ça. Ils sont au pouvoir, on est au pouvoir, on profite du pouvoir, c'est que ça. Que ce soit Donald Trump ou Donald Coutulieta un jour, ils s'en foutent. C'est ça qu'ils veulent. Donc, tant aussi longtemps qu'on a des mentalités comme ça, ça change absolument rien. Et effectivement, Donald Trump l'est ce qu'il est. Écoutez, moi, une chose que je ne comprends pas, puis j'ai de la misère à comprendre. Comment ça se fait que le New York Times, qui est pro-Joe Biden, pro-démocrate depuis belle lurette, et CNN New York Times ne parle à tous les jours que de Donald Trump. Moi, je me rappelle, parce que j'avais lu cette histoire-là, le début du cirque aux États-Unis. Le début du cirque aux États-Unis a été fondé, en tout cas le cirque, on peut dire commercial, a été fait par un homme qui s'appelait P.T. Barnum. P.T. Barnum disait toujours, parce que c'est un entrepreneur, parlez en bien ou parlez en mal, mais parlez de moi. C'est la même chose qui se passe avec Donald Trump. Puis le CNN le fait. Il parle toujours en mal, il parle jamais en bien, mais il parle de lui. La même chose avec New York Times. Encore le matin, on parle de Donald Trump en mal, mais on parle de Donald Trump. Et penses-tu que finalement, en l'attaquant encore aujourd'hui, que le monde va subitement courir pour dire ça prend absolument les démocrates au pouvoir pour pas qu'ils gagnent l'élection de 2024? S'ils voient ça comme ça, je m'excuse, là. Moi, je commence... Écoute, les gens, les républicains en Georgie, qui vivent dans les banlieues d'Atlanta, qui ont voté pour les démocrates,
Les derniers sondages indiquent que ces gens-là ne voteront pas pour les démocrates en 2022. Ils vont retourner au bercail du Parti républicain, parce qu'il était des républicains avant, sauf des républicains qui vont voter pour des gens dans le comté dans lequel ils vivent, dans le district fédéral dans lequel ils vivent, pour avoir le retour du Parti républicain en Géorgie. Fait que, faut jamais oublier, on a voté pour Joe Biden aux États-Unis, pas parce qu'on était en amour avec Joe Biden, pas parce qu'on pensait que c'était un grand homme qui pourrait être un grand président, non, parce qu'on voulait se faire débarrasser de l'autre. Puis qu'est-ce que CNN et New York Times fait aujourd'hui? Ils ne parlent que de Donald Trump. Ils ne parlent que de Donald Trump. Donc Donald Trump, il doit se dire, je suis le nouveau P.T. Barnum. Parlez en mal, parlez en bien, mais parlez de moi. Écoutez, là, ils font la campagne électorale pour lui. Moi, ça fait longtemps que j'aurais dit, oubliez-le, laissez faire ses fracasseries, laissez-les faire avec le Parti républicain, mais construisez la démocratie et construisez des alternatives pour aider cette démocratie-là. Pas passer son temps en première tâche du New York Times à parler de Donald Trump, puis à CNN, dans chaque programme de CNN, à journée longue, on ne parle que de Donald Trump. Ainsi prend fin cette édition spéciale de Caméra Mosaïque consacrée aux événements du 6 janvier 2021, l'invasion du Capitole, le symbole de la démocratie aux États-Unis. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Je vous retrouve la semaine prochaine.